Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis un ami de longue date de Benoît Herse et je suis scénariste de bande dessinée et je fais notamment Les Enfants de la Résistance. Je suis le cauchemar de mon scénariste depuis suffisamment longtemps que pour avoir créé avec lui Les Enfants de la Résistance. Vincent Dugommier, Benoît Herse, bonjour. 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 Et merci d'être avec nous, scénariste et dessinateur donc de la série Les Enfants de la Résistance. C'est publié aux éditions Le Lombard, le tome 8 vient tout juste de sortir et une exposition est en cours ici à la Cité de la bande dessinée. Elle dure jusqu'à la fin du mois de décembre, donc profitez-en. Je vous rappelle qu'avec cette série, vous avez notamment reçu le prix des collégiens à Angoulême en 2016. C'est l'histoire, je vais faire très court, mais de 3 gamins. On est en 40 dans un petit village français, Pontin-l'Écluse, village occupé par les Allemands. 3 gamins qui vont choisir de résister à l'envahisseur. Comment vous est venue cette idée ? C'est venu vraiment de façon extrêmement simple. Je savais depuis très longtemps que Benoît rêvait un jour de faire une bande dessinée qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Mais on n'avait pas d'axe de travail autour de ça et on avait abandonné cette idée pendant 2 décennies. Et tout s'est débloqué le jour où on s'est dit mais en fait il ne faut pas faire des histoires de soldats, il faut faire des histoires de civils, et parler du sort des civils pendant la guerre nous intéressait beaucoup. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on se connaissait depuis 25 ans et qu'on ne s'était jamais rendu compte qu'on avait chacun un grand-parent résistant. Et là, en un quart d'heure de discussion, tout s'est mis en place. Et même le titre, on s'était dit, on fera Les Enfants de la Résistance. Parce qu'on avait décidé de raconter la Seconde Guerre mondiale par le biais de 3 enfants dans un village en France. En fait, la discussion, à un moment donné, il m'a dit « Mais il faut absolument quand même qu'on fasse cette BD que tu voulais faire il y a plus de 20 ans sur la Seconde Guerre mondiale. » Je dis « Oui, mais bon, avec un dessin jeunesse, on ne fait pas son dessin comme on veut. Ça ne va pas le faire, franchement. Faisons des enfants. » C'est aussi simple que ça, c'est vraiment quelque chose qui a coulé de source comme ça dans une discussion qui a duré, effectivement, comme le dit Vincent, quelques minutes à tout casser. Ce qu'il faut préciser pour ceux, il en reste quelques-uns qui n'auraient pas encore lu la série, c'est que donc ces 3 enfants, 2 petits garçons et une petite fille, et que cette petite fille est elle-même une réfugiée allemande. Et c'est peut-être aussi la force de la bande dessinée et de votre histoire, c'est que c'est pas juste 3 gamins français qui vont résister, c'est qu'il y a ce travail de fraternité. Ce sont des choses qui se mettent petit à petit, mais qui est là dès le départ quand même, parce que ce sont aussi nos valeurs. On n'est pas là pour faire un truc ultra-nationaliste, pas du tout notre tendance. Et rappeler que la résistance était plurielle, puisque de nombreux antifascistes, anti-franquistes vont intégrer la résistance, des étrangers vont se battre pour la France, mais aussi il fallait rappeler qu'il y a une résistance en Allemagne et Lisa symbolise cette résistance allemande. C'est vraiment le personnage qui permet de construire, je dirais, l'intérêt de la série. Les enfants, les deux garçons sont dans l'action. Lisa amène tout ce qui est didactique, tout ce qui est intelligent quelque part. Sans ce personnage-là, on aurait vraiment eu du mal à faire quelque chose de pertinent. Et comment vous composez le casting ? Au niveau casting, j'ai toujours énormément de mal à faire les castings. Le casting de Zeb, par exemple, est venu tout seul. Il fallait un type un peu timide, avec sa coiffure gominée qui part tout le temps dans tous les sens. Il était parfait. Le personnage de Lisa, je dirais, créer une jolie petite blonde avec une coiffure un peu arienne, ça n'a pas posé énormément de difficultés. La coiffure a posé des difficultés, mais par après. Quand le personnage de François, par contre, m'a posé de gros problèmes et j'ai mis très longtemps à réussir à le trouver. Et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure quand vous dites j'ai un dessin enfant, il fallait qu'on trouve une série autour des enfants et pour les enfants. Et pourtant la force aussi de cette série c'est que nous adultes quand on la lit on y prend aussi du plaisir. C'est quelque chose qui s'est invité tout à fait naturellement, c'est qu'on voulait vraiment faire un outil de transmission de la mémoire et que ça passe par les générations. Donc il n'était pas question de faire une bande dessinée qui ne soit que pour la jeunesse. C'est une bande dessinée familiale qu'on peut lire à plusieurs niveaux. Elle est prioritairement pour la jeunesse. Mais évidemment, il y a des degrés de lecture différents et de complexité dans les informations. Et je pense que les enfants vont relire ces albums à différents âges, à différentes étapes de leur vie, et comprendre ces albums autrement. Et ils les comprendront autrement aussi, parce que l'actualité va changer et qu'ils vont pouvoir avoir des ouvertures sur le monde, sur la compréhension de ce qui se passe dans le monde. On a énormément de retours d'enfants qui ont déjà lu au moins 10 fois chaque tome. Et ils y découvrent toujours des nouveaux éléments, tant au niveau du scénario que du dessin, et que du dossier final aussi.
parce que c'est quand même assez complexe l'histoire. Et ils ne comprennent pas tout à 8 ans, ils vont comprendre plus de choses à 12 ans par exemple. Pour qu'une époque soit crédible, il faut qu'elle soit juste. Je dirais maintenant, on peut se permettre une certaine licence poétique qui naît de toute façon du fait qu'on est des adultes du 21e siècle. Mais effectivement, ça nécessite une grande part de documentation et de recherche. On croit connaître une époque. Moi, quand je me suis lancé dans les enfants de la résistance, je croyais connaître la Seconde Guerre mondiale. C'est une période qui m'intéressait. Au moment de la dessiner, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que je potasse des bouquins pour réussir à trouver une bête anecdote. Je n'arrivais pas à trouver pourquoi mes enfants ressemblaient à des enfants du 21e siècle et pas à des enfants de l'époque, jusqu'au moment où j'ai percuté, mais après quand même avoir dessiné une dizaine de pages, que je mettais la ceinture de leur short beaucoup trop bas et qu'à l'époque ça se portait quasiment au niveau du nombril, voire même au-dessus. Donc j'ai simplement remonté les ceintures de mes personnages et du coup ils ont eu l'air d'enfants de l'époque. C'est parfois très étonnant. Au niveau du scénario, il y a des choses qui sont assez évidentes pour moi dans le sens que je ne suis plus tout jeune, je suis né en 64, mon enfance des années 60 est d'une certaine façon plus proche de l'enfance des années 40 que des enfants de 2020. La maison sans salle de bain, comme il y a dans la ferme de François, avec Lisa qui prend son bain dans une grande bassine, et on comprend très bien qu'un enfant passe l'un après l'autre. Dans les années 60, alors que j'habitais en ville, il n'y avait pas de salle de bain. Je me souviens qu'on est venu installer une salle de bain dans notre maison. Donc le mode de vie était déjà très différent dans les années 60, mais il était quelque part plus proche des années 40 que des années 2020. Donc pour un plus jeune auteur qui voudrait faire cette bande dessinée-là, il serait tout à fait capable de le faire, mais il devrait beaucoup plus se documenter. Et est-ce qu'il sentirait ces choses-là? Est-ce qu'il aurait capté ça? C'est pas forcément évident en fait. C'est intéressant justement le côté documentation, parce que vous en parliez tout à l'heure, il y a ces dossiers pédagogiques à la fin de chaque tome qui expliquent sans doute aussi une partie du succès dans les écoles, avec les professeurs, etc. Mais comment vous documentez au départ? J'adore gratter de la documentation, c'est quelque chose qui me plaît, c'est même pas de travailler évidemment. Mais on a vraiment été extrêmement rigoureux, on a vraiment lu des thèses universitaires, des bouquins édités chez Perrin et qui ne se lisent pas du tout comme des romans. Nous avons lu des ouvrages, par exemple, qui pourraient être des éditions Bayard ou Fleurus, mais qui racontent la guerre aux enfants avec des dialogues très simples, très bien choisis, de façon à faire le grand écart et garder une fraîcheur et une simplicité. Et puis nous avons aussi glané beaucoup de témoignages, soit en direct en rencontrant des gens qui ont connu cette époque-là, soit en recevant des témoignages écrits de la part de descendants ou d'un mémoriel local. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de capsules vidéo sur Internet qui sont très intéressantes parce que ce sont des résistants qui ont témoigné ces dernières années, donc ça a 10 ans maximum. C'est très intéressant. Ce sont des gens qui ont déjà tout un parcours de vie. Ils ont déjà eu du recul sur ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, et ce sont des témoignages profondément humains. Et évidemment, l'humain nous intéresse particulièrement parce qu'on se base beaucoup sur l'humain dans les enfants de la résistance. Et toutes ces choses ont beaucoup nourri le projet et ça fait aussi que le projet est à 8 albums, ce qu'on n'aurait jamais imaginé en réalisant le premier. Quand nous avons commencé la série, une des premières choses que nous avons fait, c'est arrêter de manière stricte de regarder la moindre bande dessinée qui traite de la période, les moindres films qui traitent de la période, et ne plus regarder que des documents d'époque. Parce que ce soit des films, que ce soit des bandes dessinées, il s'agit de la digestion de quelqu'un d'autre qui a fait son interprétation de l'époque. Et le plus dangereux est évidemment de reprendre une autre interprétation et la surinterpréter, et donc de passer à côté. Donc, à ce moment-là, le mieux était vraiment de faire l'omerta sur tout ce qui traitait de la Seconde Guerre mondiale et qui n'était pas des documents originaux. Vous parlez de guerre, vous parlez d'enfants pendant la guerre, il y a évidemment des moments tragiques, on va pas spoiler, mais il y a une lumière et une ambiance, c'est pas positif, mais en tout cas lumineux. Il s'agit d'une bande dessinée humaniste, donc positive. Et puis il y avait cette volonté de montrer que l'enfer pouvait arriver au paradis. Ce village est un petit village dans lequel tout le monde aurait eu envie d'habiter. Et ben non, pas de chance. Le sort en a décidé autrement et c'était important. Et d'une autre manière, le fait que ça se passe dans de beaux décors avec des personnages sympathiques atténue aussi un petit peu la dureté. On s'adresse malgré tout aux enfants et cela peut rendre digestes des choses qui ne le sont pas forcément. Si je peux compléter la réponse de Benoît, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que la thématique du tome 1, c'est porter l'espoir. C'est vraiment donner de l'espoir. Tout est perdu. Non, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça, c'est très important. Et c'est une des toutes premières missions de la résistance, c'est d'éveiller les consciences et d'essayer de porter l'espoir.
Et ça, évidemment, c'est apporter de la lumière quelque part, essayer de rendre quelque chose de plus lumineux. Et c'est quelque chose de beau et qui fait du bien. Et que des enfants peuvent interpréter dans d'autres problèmes de leur vie aussi, éventuellement. On ne sait pas, on plante des graines. Hein. Ce que ça donnera, on n'en sait rien. Comment on représente la guerre pour les enfants ? Est-ce qu'on la représente comme pour les adultes, finalement, ou pas ? Oui, je pense sincèrement que les enfants ne sont pas des êtres naïfs et absolument à protéger. Leur montrer la violence est indispensable. Ils vont vivre dans ce monde, donc pourquoi leur présenter quelque chose d'angélique et d'aseptisé alors que ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, effectivement, il ne faut pas montrer certaines choses de manière trop frontale, tout simplement parce que la lecture doit rester un plaisir aussi. Il y a la difficulté de parler de la lutte armée, évidemment. On s'adresse à des enfants, on ne peut pas faire l'apologie des armes. Même si c'était tout à fait logique que les résistants prennent les armes et tuent des gens dans ces circonstances-là, on ne peut pas encourager cette manière d'agir non plus. Mais on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas dire c'était pas bien, il ne fallait pas faire ça. Donc c'est très difficile et on travaille de façon à bien comprendre, bien expliquer les choses et bien comprendre, voilà, on parle dans la chronologie de l'époque, même si on est en 2022, c'était une histoire qui se passait en 1940. C'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. On vous informe sur ce qui s'est passé. C'est une responsabilité quelque part. Hein. C'est une responsabilité. Mais c'est aussi une responsabilité d'en parler parce que ce serait vraiment moche de l'effacer et de dire non, c'était un grand jeu, c'était chouette. Il y a d'anciens résistants qui nous ont félicités pour un moment très tragique à la fin du tome 2 parce qu'ils nous ont dit c'était le prix à payer. Voilà, on a des camarades, ils ont payé ce prix-là. Donc on ne peut pas occulter ça non plus. Qu'est-ce que le succès a changé ? Est-ce que ça donne une responsabilité supplémentaire et comment vous gérez ça ? Une responsabilité supplémentaire, certainement. Je dirais, d'un côté, la liberté augmente très fortement parce que l'éditeur a fort confiance. Quelque part, nous avons absolue carte blanche pour continuer sur le nombre d'albums que nous voulons, sans tirer non plus sur le récit, et y mettre ce que nous voulons, puisqu'ils ont confiance en nous. Ils savent que nous ne dépasserons pas les limites, que nous serons dans la bonne direction. Par contre, effectivement, ça rajoute de la pression parce qu'on n'a pas le droit de décevoir. Et même si, je dirais, nous avons la recette pour ne pas le faire, le stress est là. Et il y a toujours une espèce d'épée de Damoclès qui commence à s'installer de plus en plus au-dessus de nos têtes, qui est de faire moins bien que ce qui a déjà été fait. Donc, quelque part, on pousse le curseur toujours un tout petit peu plus loin. Et ça demande une certaine exigence qui est très positive au final, mais qui prend beaucoup d'énergie. Un créateur a besoin de liberté, de confort, de confiance de la part d'un éditeur. Et ce sont les conditions idéales pour bosser. Franchement, c'est ce que je souhaite à tout créateur, c'est de pouvoir... Donc, je mesure ma chance et notre chance de pouvoir travailler de cette façon-là, c'est absolument formidable. La responsabilité, oui... Je pense qu'on a de la chance que ça nous arrive alors qu'on est dans la cinquantaine, on peut gérer, on sait qu'on a aussi le métier, même si on ne le fait pas comme des faiseurs, on y met notre cœur, on sait qu'en bossant, on arrivera au bout de cette série. C'est faisable. Maintenant, moi, le défi, c'est de raconter des bonnes histoires. Je ne sais pas que l'album soit chaque fois meilleur parce que c'est pour se prendre la tête et c'est pas possible. Si on garde le niveau, c'est déjà très bien, quoi. Hein. C'est déjà très très bien. Et visiblement, on nous a jamais dit que le niveau baissait. On est au tome 8, donc on va continuer comme ça. Hein, puis c'est tout. Combien de tomes justement ? Ça reste ouvert. C'est ça qui est notre grand confort, c'est que ça reste ouvert et on ne désire pas tirer sur la ficelle, comme disait Benoît, mais on a le confort de raconter, de rentrer plus dans les détails que prévu. On veut raconter de façon quand même copieuse la libération du village, l'après-guerre, le retour, parce que les gens vont être, on peut l'imaginer, dispersés. La reconstruction, les anciens résistants qu'on a rencontrés nous parlent souvent de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelle paix on construit, comment est-ce qu'on se réconcilie, est-ce qu'on fabrique une amitié avec l'Allemagne et tout ça. Tous ces sujets-là sont hyper importants. Et puis après, on aimerait carrément rebobiner le film, redémarrer complètement en arrière et raconter dans une série parallèle l'enfance de Lisa en Allemagne avec ses parents et voir comment tout a démarré et comment un dictateur s'est installé dans un pays et comment il a tyrannisé son pays et ensuite une grande partie de l'Europe. C'est un préquel, comme on dit maintenant dans les séries. Exact.
Ce qu'il faut dire aussi, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça marche aussi bien, c'est que vous vous connaissez très bien. C'est-à-dire qu'avant Les Enfants de la Résistance, vous avez bossé sur d'autres séries ensemble. Ça a joué, vous pensez aussi, cette complicité depuis si longtemps? J'ai sincèrement envie de répondre oui, parce que c'est une histoire d'amitié. C'est des amis qui ont envie de faire quelque chose. Et Benoît et moi, on est amis depuis 30 ans. On a toujours envie. C'est comme un couple qui a envie de continuer. Il y a certainement eu des difficultés entre nous, mais on a la volonté de vouloir toujours bosser ensemble. On est amis. Quand les enfants se font un câlin, ils se prennent dans les bras, Benoît et moi, ça nous arrive de le faire aussi. Et je pense qu'on vit les choses de façon émotionnelle assez forte et on a des émotions différentes, mais on a énormément d'émotions en commun. Oui, c'est clair. Vincent avait dit un jour, pour rigoler, à un journaliste qui nous interviewait, entre nous c'est l'amour sans le sexe. Mais c'était dit pour rire. Le seul problème c'est qu'on s'est retrouvé avec le gros titre. Raison de plus pour pas le répéter. C'est tellement vrai. Une autre chose que je ne sais plus lequel de nous deux a dit, nous sommes auto-formés. Je dirais, il a fait le dessinateur que je suis et j'ai fait le scénariste qu'il est. Et je sais plus qui l'a dit. Et en tout cas, je me rappelle du texte et c'est vraiment la vérité en fait. Je pense que nous sommes ancrés dans l'inséparable jusqu'à notre dernier trait. La première série, si je dis pas de bêtises, c'est Muriel et Boulon. Exact, ouais. Sur une petite fille et son ami robot. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, vous parlez de choses qui relèvent de la préhistoire, de l'archéologie. Et après, c'est Alexia qui arrive? Les démons d'Alexia, effectivement, 7 tomes aux éditions Dupuis. Et puis Hell School, 3 tomes au Lombard de nouveau. Oui, puis quelques albums, je dirais, un peu parasites qui passent de ci, de là. Vincent, évidemment, plus en tant que scénariste que moi. Mais je dirais que ce sont vraiment nos 3 gros axes d'édition, oui. Et ce qui est bien, c'est que nous faisons un album de plus à chaque série. Donc, avec Les Enfants de la Résistance, en faisant un tome 9, nous pulvérisons l'habitude. Comment vous travaillez justement ensemble? Jusqu'où Vincent va dans les indications qu'il peut donner sur le scénario, sur l'histoire, sur la composition d'une page, d'une case, et comment ensuite Benoît s'en empare et il met évidemment sa patte? Vincent est à la fois très précis et très vague dans ses scénarios, c'est-à-dire que ce sont des petits bonhommes bâtons dans des cases à peine esquissées, avec des ballons remplis de lignes qui ne sont même pas du texte. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ces petits bonhommes bâtons ont des expressions absolument formidables et un jeu juste. Ce qui fait que, grosso modo, à l'arrivée, je fais la page souvent quasiment à l'identique de ce scénario qui est juste dès le départ, alors qu'en fait, il y a 3 traits, je dirais même pas posés avec soin. Il a vraiment quelque chose de narratif qui fait que ça me retire toute l'angoisse de la page blanche. Quand je vois arriver le scénario, quelque part, les premiers traits que je fais, c'est du recopiage. Et une fois que les premiers traits sont faits, la page n'est plus blanche, donc c'est très confortable. Évidemment, il y a les textes que je fournis à part. C'est vrai que c'est une partition assez précise. Mais Benoît, tu es trop modeste parce que tu tritures quand même les pages, tu changes des cadrages et tout. Mais si tu es fatigué, tu peux te reposer sur ce que j'ai fourni. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'il triture la page et qu'il propose nettement mieux que ce que j'ai proposé. C'est très basique quand même. Hein. Il faut s'amuser. Voilà. Au moins, ça fonctionne déjà. C'est vrai que j'ai cette chance naturelle de pouvoir mettre en page quelque chose qui a le sens de lecture et tout. J'ai un tout petit peu de dessin quand même et je dessine un peu comme si je jouais au Pictionary en fait, quoi. Et donc à partir de ces pages, je fais un brouillon et ce brouillon fait aller-retour entre nous. C'est Internet qui joue évidemment là. Nous faisons ce que nous appelons notre ping-pong, c'est-à-dire on va s'auto-corriger le nombre de fois qu'il faut, parfois pas du tout, parfois même assez longuement, jusqu'au moment où nous sommes tous les deux d'accord, où la solution optimale est trouvée. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation. Je me souviens d'une page extrêmement compliquée dans le tome 4 où on parle de notion de racisme en 1942, mais c'est extrêmement compliqué parce que depuis la science a fait des progrès et on a découvert tout le génome humain et tout ça et l'ADN et tout, et aujourd'hui évidemment le concept de race est totalement démonté. Mais il y a des gens qui n'étaient pas racistes en 1942, mais qui parlaient malgré tout en termes de race. Donc comment parler d'antiracisme en réalité, même si on n'utilise pas le mot antiracisme dans ces dialogues-là, en conservant les croyances et la chronologie de l'époque.
Ah, ça a été un vrai casse-tête. Donc là, c'est une séquence que j'ai redialoguée 3, 4, 5 fois, parce que c'était vraiment très très compliqué. Parce que même un personnage qui n'a aucun comportement raciste, évidemment, utilise des termes qui sont totalement démodés aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande difficulté, par exemple. Tous les deux, vous baignez dans la bande dessinée depuis tout petit. Disons que mon papa était ADS, quoi. Hein. Il lisait Spirou dès avant-guerre. Il lisait même le journal dans lequel il y avait Tintin, là, le Petit 20e. C'est aussi l'avantage d'être en Belgique, c'est qu'on a des parents âgés qui trouvaient que la BD c'est chouette. On lisait Spirou, il y avait des albums. C'était culturellement tout à fait normal et accepté de façon très précoce en Belgique. À ce niveau-là, il y a vraiment eu quelque chose de plus facile par rapport à la France. Et j'habitais à Saint-Gilles, donc on dirait un arrondissement à Bruxelles, dans lequel il y avait beaucoup d'auteurs de bande dessinée. Donc on pouvait les voir facilement et ils étaient relativement accessibles. Donc on baignait dans un univers de bande dessinée. Moi, j'ai eu un grand cousin qui m'a vraiment initié à la bande dessinée, qui est d'ailleurs professionnel, Olivier Sèvres. Et donc, je veux dire que j'ai baigné dedans depuis tout petit par ce biais-là. C'est vraiment mon mentor qui m'a appris vraiment mes premiers codes de bande dessinée et même par après. Benoît, il faut dire aussi que tu as gagné le concours de la BD scolaire à Angoulême en 88. À 16-17 ans. Je vais vous dire quelque chose de complètement... c'est vraiment du ressenti. Mais quand je suis venu en 88 à Angoulême, j'étais déprimé, mais à un point inimaginable, parce que je me retrouvais tout d'un coup au milieu de ce foisonnement des centaines d'auteurs qui tous dessinaient 1000 fois mieux que moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans ce truc? Je suis personne, je suis rien, je suis nul, je suis mauvais. Et j'étais déprimé. Je me rappelle avoir mis 1 ou 2 pas dans ce bâtiment où nous parlons pour l'instant, où maintenant il y a l'exposition, c'est absolument incroyable. Et de chercher ne fût-ce qu'un dessin d'un dessinateur que je connaissais, et je ne voyais que des dessinateurs que je ne connaissais pas. Je me suis senti paumé, perdu, déprimé. Et être maintenant là, avec une exposition dans ce bâtiment ici à Angoulême, exister, c'est comme une sorte de revanche sur un ressenti qui est stupide, mais ça me fait plaisir à un point inimaginable. Et donc on découvre le tome 8 sur 10, 11, 12, 13 tomes, on verra, aux éditions du Lombard de ces enfants de la Résistance. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Mais oui. Je le redoute. La première BD que vous avez lue? Un album de Schtroumpf en ce qui me concerne, mais lequel je ne saurais plus dire. Alors j'hésite entre Chlorophylle contre les rats noirs ou Sibylline en danger. En tout cas, c'est une des deux, ou les deux en même temps, on va savoir. Et quel souvenir vous gardez? Je suis resté fan des Schtroumpfs jusque très très tard. Oh, je garde un souvenir merveilleux, je me rappelle parfaitement des émotions ressenties et elles sont encore là, intactes et tout. Je me souviens qu'on se baladait à la campagne et je voyais les personnages autour de moi, je voyais les petits bosquets, il y avait la petite cabane du chasseur et tout. J'étais dedans à fond, quoi. La meilleure BD de tous les temps? La meilleure BD de tous les temps. Moi, je dirais Chaminou et le Crampire de Machereau, en ce qui me concerne. Tout simplement, pas qu'elle soit meilleure qu'une autre, etc. Mais c'est ma BD clé. C'est celle qui a produit en moi le déclic, qui m'a décidé que ce ne serait pas autre chose que je voulais faire comme métier. Et donc, à mes yeux, c'est la meilleure BD du monde, même si avec le recul, je la regarde, je la vois très différemment de l'époque, mais non, ça restera toujours celle-là. C'est vraiment difficile, quoi, hein, parce qu'il y a plein de titres et plein de séries qui viennent, mais je sais pas, voilà, je fais confiance à l'émotion que j'ai ressentie en y réfléchissant. J'ai pensé à Philémon de Fred, qui est une série incroyable. Je sais pas si c'est la meilleure, peut-être que demain je dirais Gilles Jourdan, mais là, en attendant, j'ai Fred et Philémon particulièrement qui me vient à l'esprit. La plus belle couverture de bande dessinée? Il y en a vraiment beaucoup, des splendides, fou là 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 là. C'est dingue, on gratte dans ses souvenirs d'enfance. Le Nid des Marsupilami est exceptionnel comme couverture, graphiquement, esthétiquement. Voir comment il a simplifié certains détails pour que c'est plus d'impact visuel, c'est une couverture exceptionnelle quand même. La plus belle case de bande dessinée? Je ne sais pas si c'est la meilleure du monde, mais si je dois citer une case de bande dessinée, c'est simplement parce qu'elle est célébrissime. C'est une case de Tintin avec le capitaine Haddock qui arrive dans le désert et qui crie sur des guerriers arabes. Et on voit le premier qui le regarde avec un air un peu effaré, le second qui commence à réagir et le troisième qui sauve. Et c'est un système de narration très très efficace. De fil en aiguille, c'est quelque chose que j'utilise presque tous les jours d'une manière ou d'une autre. Mais
quand on m'a expliqué cette case, j'en ai fait dans ma tête la meilleure case de BD du monde. C'est difficile, je vais de nouveau replonger. Je vais passer vraiment pour le mec qui lit que des vieilles BD, ce qui est faux, j'adore découvrir des jeunes lecteurs, mais Fantasio qui avale la super balle qui rebondit et qui fait une danse, et Gaston qui chante Trabadia la Mouquère à côté, ça m'a fait pleurer de rire. Votre personnage de BD préféré? Pierre Louis est quand même un personnage absolument hallucinant. Au niveau caractère, comportement, il n'y a pas un moment de répit. Peyo a eu l'intelligence et la force de l'animer à chaque case. Il est jamais passif, il va toujours faire une petite couillonnade en plus. Le capitaine Haddock est comme ça aussi, hein. Et c'est deux personnages absolument incroyables. Moi, je vais dire un de mes personnages à moi, pas parce que c'est moi qui l'ai dessiné, mais simplement parce que je m'y suis attaché en le dessinant, c'est-à-dire le personnage de Bérénice, qui était la comparse d'Alexia dans notre précédente série. Ce personnage, je me suis toujours senti bien avec lui, et je prenais toujours beaucoup de plaisir à l'animer, et je dirais si je devais garder un personnage auquel je suis particulièrement attaché, c'est celui-là. Et je ne pense pas qu'un personnage dessiné par quelqu'un d'autre m'ait donné autant d'affection que celui-là. Donc c'est celui-là que je vais choisir, même si ça fait un peu monomaniaque par rapport à mon propre travail. Et pour terminer, une autrice ou un auteur de BD que vous nous conseilleriez? Clara Lodewyck est une très bonne jeune autrice qui vient de sortir un album, et je pense que franchement ça mérite d'être lu. Il dit ça sans l'avoir lu, oui. Est-ce que c'est l'album de votre fille? C'est ma filleule. Je vais me réfléchir dans les albums des derniers mois. Miroslav Sekulic-Troja, il commence à être connu. Et son dernier album semble avoir eu plus de visibilité que Pelote et Fumé qui était sorti il y a quelques années. Mais Petar Elisa est vraiment un album formidable, incroyable. J'ai découvert cet auteur à 100 mètres d'ici. Les originaux étaient à tomber par terre. Et cet album est juste incroyable. C'est le genre d'auteur qui mérite vraiment, vraiment beaucoup plus de succès. Il faut s'intéresser à un album pareil. C'est extraordinaire. C'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, messieurs. Et on découvre donc le tome 8 des Enfants de la Résistance. Nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Lou Laurent, libraire. De quoi as-tu décidé de nous parler ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre jeunesse qui s'appelle Violette contre Diabolo 1. C'est écrit par Émilie Clark aux éditions Biscotto, qui est une édition, une maison d'édition locale. On suit Violette qui entre au collège et qui découvre cette vie un peu particulière de l'adolescence. Mais aussi, on va apprendre qu'elle va se faire harceler par quelqu'un et elle va essayer de découvrir qui. Elle va recommencer à recevoir des petits textos sur son téléphone d'une personne qui est au courant qu'elle a des lunettes magiques. Il va lui envoyer également une photo pas très glorieuse d'elle-même et en gros, il faut qu'elle découvre qui il est, sinon sa photo sera publiée. Quel âge ? Dès l'entrée au collège, donc on part sur du 10-12 ans facilement. On redonne les références ? Violette contre Diabolo 1 de Émilie Clark aux éditions Biscotto. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.